Déjà un peu l'introduction à la question. Nous nous intéressons avec Raja Shakir dans ce travail aux effets du changement climatique et de l'adaptation des terres, de l'allocation des terres sur les services écosystémiques, et ça à l'échelle de la France. Donc c'est un travail qui a été publié en début de l'année, mais qui datait un peu auparavant. Donc je suis un peu rouillée niveau présentation et un peu contenu, mais sur la méthodologie, je suis au taquet, alors c'est bon. Donc des questions sur la méthodologie surtout. Donc bon, c'est assez classique. Je vais vous introduire d'abord la question, la méthodologie, vous présenter les données utilisées et un peu beaucoup les résultats. Et après, je vais conclure et aller sur les perspectives. Donc, bon, vous savez beaucoup mieux que moi, la biodiversité et les services écosystémiques, ils sont très, très menacés, ils sont beaucoup endommagés et à une vitesse qui s'accélère. Et cela a été principalement dû au changement d'usage des sols. Ici, moi, je vais surtout l'appeler LUC, c'est en anglais, c'est le terme en anglais. Et on sait que donc ces dommages sur les services écosystémiques, la biodiversité, ils portent atteinte surtout aux populations les plus précaires à l'échelle mondiale. Et comme je disais, le facteur majeur pour l'instant, c'est le changement d'usage des sols, mais à l'horizon de 2050, c'est censé être le changement climatique qui est le facteur le plus impactant dans les évolutions à venir. Bon, moi j'étais avant dans un labo qui s'appelait économie publique, donc les politiques publiques, c'est un peu notre dada. Et les politiques publiques, voilà, qui ciblent des éléments, donc les services écosystémiques, le changement d'usage de sol ou le climat, voilà, ils peuvent avoir des effets qui débordent sur les autres éléments. Et du coup, là, on a quand même essayé de faire une analyse un peu intriquée de comment ça peut s'impacter les uns les autres. Les questions de recherche qu'on a adressées donc, sont comment évoluent les services écosystémiques en France. On a étudié 2 scénarios climatiques, c'est les anciens scénarios A2 et B1, donc un scénario qui est plutôt pessimiste, un scénario qui est plutôt optimiste. On va voir tout à l'heure, il y a quelques différences, pas seulement côté climatique, mais aussi au niveau des hypothèses de la démographie qui vont jouer aussi sur nos résultats. Et après, on va aussi regarder une politique de mitigation du changement climatique qui, comme vous savez, les économistes aiment bien la taxe, c'est une taxe sur les émissions de gaz à effet de serre agricoles. Et on va regarder donc quels sont les impacts directs du changement climatique et quels sont les impacts indirects donc du changement climatique qui influence les différents secteurs utilisateurs des terres et l'adaptation de l'allocation qui derrière va revenir impacter les services écosystémiques à son tour. Bon, on va voir aussi s'il y a éventuellement des synergies ou des arbitrages entre les différents services écosystémiques. On n'a pas fait tous les services écosystémiques, on s'est basé sur celles qui sont bien, pas documentées, mais mesurées, évaluées un peu à l'échelle européenne. Donc ça, c'est un travail au niveau du JRC qui porte sur la qualité de l'habitat, la capacité à retenir l'eau, la matière organique dans la couche superficielle du sol, le stockage du carbone, la rapidité de la déposition des particules fines, je crois, les NOx, je suis pas très sûre. Voilà, de la pollution. C'est la capacité d'absorber la pollution par l'environnement et le contrôle de l'érosion. On a aussi 2 services d'approvisionnement qui sont la production de cultures et l'élevage, parce que voilà, il y a quand même des arbitrages. Donc, par rapport à la littérature que nous, on connaît, toute suggestion est bienvenue pour d'autres choses. On a identifié des papiers à l'échelle des États-Unis qui soit regardent le changement climatique, soit l'impact du changement des usages des sols, mais pas l'effet combiné, les 2 premiers. Dans la Grande-Bretagne, il y a Bateman ils ont intégré dans leur modèle, dans leur ensemble du modèle des valeurs non marchandes des services écosystémiques
pour en tenir compte lorsque l'allocation des sols elle est affectée. Mais de leur côté, ils n'ont pas une réponse endogène à la politique de mitigation. Et notre collègue Jean Sauveur et Raja, ma co-autrice, ils avaient aussi étudié l'effet joint du changement climatique et du changement d'usage des sols sur les oiseaux communs en France. Mais bon, voilà, c'était une métrique de biodiversité, c'était pas des services écosystémiques. On avait fait un exercice un peu semblable avec Raja et une autre collègue du PSAE maintenant. C'était sur l'indice poisson-rivière, donc c'était sur la biodiversité d'eau douce. Et voilà. Donc là, nos contributions générales, ça va être, on va tenir compte de manière explicite des interactions spatiales. Ça, c'est à travers notre méthodologie de modélisation à la fois des services écosystémiques et de l'usage des terres. On va distinguer les effets directs et indirects des deux drivers. Et on va utiliser un modèle qui nous donne une réponse endogène de l'agriculture pour la simulation de la politique de mitigation. Donc, ça vous embarque comme projet. Voilà. Donc, la méthodologie. On va d'abord s'appuyer sur le modèle, des modèles qui ont été développés par Mwandié et Raja à Paris. Donc, c'était expliquer les services écosystémiques par un ensemble de facteurs qui sont l'usage des sols, la variable climatique, la qualité des sols et la pente. Et on va, tout ce qui est avec W, ça va être des termes d'interaction spatiale pour tenir compte soit de l'autocorrélation qui peut affecter les estimations, soit les interactions entre notre différentes unités d'observation entre elles. C'est pas fini. Alors ça, c'était pour ce qui était des services écosystémiques. On va capter l'effet du changement climatique sur l'usage des sols en nous servant d'abord de modèles bioécologiques qui vont nous donner la réponse de la forêt et de l'agriculture face au changement climatique. Et après ces réponses, on va les intégrer dans des modèles spécifiques pour chaque secteur. Donc, c'est le modèle FFSM plus pour la forêt qui a été développé à Beta à Nancy et le modèle arropage qui modélise l'offre agricole. Et donc, ces deux modèles-là, ils vont nous donner ce qu'on appelle des approximations de la rente foncière des deux secteurs. Donc, c'est la profitabilité de ces deux secteurs qui va ensuite influer sur notre arbitrage dans l'allocation des activités sur le territoire. Et ça va être capté dans ce modèle-là, où on va expliquer les différentes parts des usages par les rentes, donc les rentes qu'on a déduites de ces modèles spécifiques, de la qualité des sols et des termes d'interaction spatiale comme je vous les ai décrits tout à l'heure. Voilà. Et une fois qu'on a ces deux éléments, on va les combiner et on va essayer d'estimer l'impact du climat et du changement d'usage des sols sur les services écosystémiques. OK, la politique agricole de mitigation du changement climatique. Là, heureusement, il n'y a pas d'agriculteurs, j'espère. Parce que, voilà, on va parler des gaz à effet de serre, et sachant qu'en France, celles qui proviennent de l'agriculture représentent quand même 15%. Merci au nucléaire. Si c'était pas de nucléaire, on en parlait moins, peut-être de l'agriculture. Et on a quand même des objectifs de réduction à l'horizon 2030 et 2050 par rapport à 2013 et 2050 qui sont assez conséquents et on en est loin du compte. Donc, nous simulons une taxe sur les émissions qui va du 0 à 200 euros le tonne de CO2, sachant que à terme, ce qui était le prix social du carbone, c'était autour du 100 euros, je crois, à l'horizon 2100. Donc voilà, ça nous donne une plage qui est importante, mais qui va nous permettre de regarder quand même quels sont les effets sur l'ensemble des indicateurs qui nous intéressent. Donc, de notre point de vue d'économiste, ça c'est une politique qui amène les coûts les plus faibles pour la société. Mais voilà, ça peut être juste une approximation de ce que ça pourrait coûter une autre politique qui est moins performante de notre point de vue, mais qui est socialement plus acceptable.
Parce que effectivement, on sait que ce genre d'idées agace beaucoup les agriculteurs et surtout ceux des petites exploitations. Mais on a quand même regardé dans la littérature, Stéphane Ducarrat à Paris et ses collègues, ils ont regardé, on pourrait exempter une partie importante des petites fermes parce qu'en fait, les coûts qui sont associés au contrôle, ils sont tellement élevés que au final, on gagnerait rien d'imposer tout le monde. Il suffit d'imposer les plus gros émetteurs qui sont les plus grandes fermes. Et là, on aura voilà, les mêmes résultats au final. Et il faut aussi citer le cas récent au Danemark où ils ont réussi apparemment d'introduire une gaz à effet de serre en se mettant tous autour de la table, en discutant et en affectant la recette de la taxe aux mesures, au financement de différentes mesures d'adaptation des producteurs pour les réductions nécessaires. Donc, sur les données des services écosystémiques, ils nous viennent donc du JRC, c'est la référence là. Et sur les côtés, pour les services d'approvisionnement, on va utiliser tout ce qui est estimé par le modèle d'offre à repage, qu'on utilise aussi par ailleurs pour la rentabilité de l'agriculture. Alors, pour les parts des usages, on se base sur Corinne de 2000 parce qu'on est sur des versions assez anciennes des différents modèles. Donc, 2000, ça passe encore en termes de cohérence. Comme je disais, le revenu de la forêt est estimé par un modèle d'équilibre partiel du secteur forestier. Les rentes urbaines, elles sont approximées par la densité de la population et les revenus des communes. Et la rente agricole, elle est estimée par arropage. Sachant qu'on a ramené tous ces données à l'échelle de la maille de 8 km par 8 km, qui est la maille des projections climatiques, c'est la maille Safran. Et on a aussi intégré des données sur les sols et le relief avec des données européennes. Donc, je reviens sur ce schéma parce que voilà, je vais vous présenter les résultats sur les différents pannes du truc. Donc, on va d'abord regarder l'adaptation des rentes au changement climatique. Donc, voilà, ça c'est pour l'agriculture. Pour le scénario A2 et B1, pour B1, on a a priori une augmentation de ce qu'on appelle la valeur duale de la terre ou ce qu'on a utilisé comme proxy de la rente. Et voilà, ça, c'est sous hypothèse qu'on arrose pas mal. Donc, c'est une hypothèse assez forte, sachant comment ça se dessine. Et il faut dire que derrière, c'est associé aussi à une plus forte utilisation des engrais. Donc, en gros, on a plus du chaleur, on a plus du CO2 dans l'atmosphère. Si on met plus d'azote et plus d'eau, on a les cultures qui se régalent, en fait. Mais voilà, il faut juste avoir de l'eau pour arroser tout ça. Ce qui explique un peu les tensions actuelles autour de l'eau. Parce que voilà, ces résultats, ils sont connus du monde agricole et ils savent où est l'enjeu pour eux. Côté forêt, c'est à l'inverse. On a des retours donc du gain pour la forêt qui baisse sous l'effet du changement climatique. Et donc cela, lorsqu'on va regarder maintenant l'adaptation de l'usage des terres, elle va nous donner ces résultats-là. Alors ici, lorsqu'on est à 0, donc c'est le résultat sans taxe, et on voit que sous les scénarios de changement climatique, il y a l'agriculture qui prend de plus en plus de place. Et ça, c'est plus vrai encore pour le scénario B1, puisque, comme je disais, dans le B1, l'agriculture elle gagne plus, mais aussi, si vous voyez bien, il y a l'urbain et les autres usages qui augmentent moins. Et ça, c'est les hypothèses de démographie des scénarios qui sont inhérentes, c'est-à-dire qu'on a pour le A2 une démographie croissante encore à l'horizon 2100, et pour le scénario B1 une démographie stagnante ou voire à la baisse, ce qui va pousser moins l'urbain à s'étaler. Voilà, on voit aussi, donc là c'est les niveaux de taxes allant de 0 à 100 qui sont montrés, que la taxe elle arrive à bien contrer l'expansion de l'agriculture.
et de voilà préserver un peu d'espace en forêt et des pâtures malgré la tendance qui est quand même forte de réduction de ces deux secteurs. Donc voilà, maintenant qu'on a ça, le modèle qui est sur les services écosystémiques, il va intégrer une partie qui est des variables climatiques et une partie qui est les variables d'usage des sols. Et là, comme ça, on pourrait voir l'effet de ces deux dimensions. Donc là, les crops, on va pas, c'est pas ça qu'on va utiliser après, mais voilà, ça c'est les estimations qu'ils ont eues de l'impact des différents drivers sur les services. Et alors il y a les cultures, il y a les prairies et l'urbain. Il n'y a pas la forêt parce que c'est le secteur de référence. C'est-à-dire que quand on dit que le stockage du carbone il diminue avec les prairies, c'est par rapport à la forêt. C'est-à-dire on a moins de stockage du carbone pour une prairie que pour la forêt. Voilà, et on voit aussi que niveau, là au moins pour ce qui est présenté, l'effet de la température, il est plutôt positif. Donc on s'attendrait qu'avec l'augmentation des températures, ces services, ils sont estimés à augmenter. Voilà, ça c'est les résultats du modèle statistique. Donc ça c'était pour le stockage du carbone, pour la qualité de l'habitat. GLD c'est le cheptel. Les effets sur le NOx, sur le sol organique. Je ne vais pas m'attarder parce que voilà, c'est pas là que c'est intéressant pour nous. Et voilà, l'offre du bois. Et donc là, voilà, ça c'est les résultats. Ça c'est les résultats pour les cultures mesurées en calories et pour le cheptel, mesuré en unité gros bétail. Alors là, quand on est dans l'effet climatique, quand on est dans l'effet climatique ici, ça c'est sans tenir compte du changement d'usage des sols. Donc pour les cultures, comme on l'a vu tout à l'heure avec les histoires sur les rentes et la production, on a une augmentation de la production et ouais, ça doit être ça. Ça doit être ça. Donc là, on a juste une augmentation de la production. Pour l'effet climatique sur les unités gros bétail, il est stable. Et lorsque, ici, à 0, on intègre l'effet du changement d'usage des sols, on a une expansion de l'agriculture qui va amener encore plus de production agricole et un développement de l'élevage, mais qui sera plus intensif. Donc, c'est pas lié aux prairies. Et lorsqu'on introduit la taxe avec ces graphes-là, on voit qu'on contre ces effets-là et voilà, il y a une réduction du cheptel puisque émetteur de gaz à effet de serre et donc quand il est taxé, il est réduit. A priori, ça marche bien. Voilà, ça c'était pour les services d'approvisionnement. J'ai pris le stockage du carbone et les NOx pour vous donner un exemple de deux services de régulation. Je ne vais pas présenter tous les services, mais voilà, ils sont dans le papier, il y a tous les schémas. Donc ici, c'est pareil, on voit que le changement climatique en soi, il nous donnerait un effet positif, mais que lorsqu'on intègre le changement d'usage des sols ici, cet effet, il est atténué, voire il est surpassé et le résultat, il est négatif. Et lorsqu'on met la taxe et donc on contraint l'expansion de l'agriculture, on retrouve des résultats positifs sous changement climatique avec cette taxe. Donc voilà, ça c'est à l'échelle des mailles, les résultats. Donc dans la première colonne et la première ligne, c'est le scénario A2, c'est juste l'effet climatique. Après, au milieu, on a l'effet juste du changement d'usage des sols sans tenir compte de l'effet climatique sur les services écosystémiques. Et donc, tout ce qui était rouge et qui augmentait dans les slides à gauche, on voit qu'en fait, ça part en violet bleu, là, qui donne une réduction lorsqu'on regarde juste le changement d'usage des sols. Et lorsqu'on introduit la taxe avec la colonne tout à droite, on retrouve le rouge, on retrouve cette augmentation qui était là initialement.
Ça, c'était donc pour le stockage de carbone. Et pour le NOx, c'est pareil, avec la différence qu'ici, on a quand même quelques zones qui restent en négatif, malgré l'effet de la taxe. Donc voilà, on voit qu'on a quand même une bonne hétérogénéité dans les résultats. Il y a des effets qui sont captés. Et ça, pour résumer, on a les effets de la taxe à 200 euros le tonne de CO2. Et bon, on a les émissions de gaz à effet de serre qui baissent beaucoup. La production sous changement climatique elle reste quasi inchangée avec ce niveau de taxe. Et elle réduit beaucoup au climat présent, mais elle reste la même si on intègre le changement climatique. Le stockage du carbone, il augmenterait aussi avec cette politique. Et par contre, on a des effets très forts sur les profits qui donc il faut en tenir compte. Si on veut adresser ce sujet, il faut trouver le moyen de faire de sorte que les agriculteurs ils en morflent pas, quoi. Donc voilà. En conclusion, on a vu pour une partie importante des services écosystémiques qu'on a étudiés que le changement climatique pourrait avoir un effet positif et assez significatif, assez important. Mais cet effet, il peut être annulé par le changement d'usage des sols lorsqu'on considère une augmentation de l'espace dédié à l'agriculture. Ça montre bien la nécessité d'étudier la multitude des effets d'une politique publique pour éviter les effets négatifs indirects ou pour identifier des possibles synergies pour que voilà, on gagne sur plusieurs terrains à la fois. Et la mitigation des gaz à effet de serre, ils doivent être accompagnés d'une manière, voilà, je suis pas experte sur la question, mais ça peut pas être juste une taxe sur des effets de serre sans aucune aide à la transition vers une agriculture plus faible en émissions. Et donc voilà, ça, c'était une application on en a fait une autre ou deux autres sur une manière de tenir compte des effets du changement climatique en intégrant des facteurs socio-économiques dans le jeu. Et d'ailleurs, on a proposé un projet qui s'inspire un peu de cette méthodologie pour regarder la recharge des nappes phréatiques en France. Bon, merci pour votre attention.